Anderlecht, mais qui doit prendre les rênes? Bryan Rimmer a été limogé il y a quelques jours, quelques semaines, et on va essayer de discuter de tout ça. Quel profil pour reprendre la place de Bryan Rimmer sur le banc? Qui sont les coupables aussi? On a vu pas mal de supporters parler de Van de Noot. Et on va aussi revenir un petit peu sur le début de saison d'Anderlecht. Et pour ce faire, je suis accompagnée de deux supporters. Raphaël, qui est parmi nous. Raphaël, comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Alors en deux, trois mots, je suis une agence immobilière sur Anderlecht. J'ai grandi à Anderlecht, j'ai voyagé beaucoup pour Anderlecht et toujours fan des Mauves. Et donc aujourd'hui j'ai la possibilité de participer également à un podcast qui s'appelle Zoans Club. Et donc je vous remercie de m'inviter sur votre plateau. Un grand plaisir, merci à toi de venir. Basile est avec nous aussi, une tête que vous avez déjà vue ici sur l'Adbrox Live. Basile, comment vas-tu? Ça va, très content d'être ici et très content d'être de retour. Est-ce que tu peux te présenter aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai cru entendre que tu étais très présent sur Twitter. Voilà, moi je n'ai pas d'agence immobilière, j'ai pas beaucoup voyagé avec Anderlecht, je ne suis qu'un étudiant pauvre, mais je partage le même amour pour Anderlecht, je vous rassure. Je suis donc, comme tu l'as dit, je suis plutôt assez actif sur Twitter, c'est là où on me retrouve pas mal. Je tiens également une page avec des amis à moi qui s'appelle Joueur BE, qui traite de tout ce qui touche le football belge dans sa globalité. Rendez-vous dans la description. Pour les réseaux sociaux, on va diviser l'émission en 3 parties. Le passé, avec Bryan Rimmer, le profil qui est arrivé. Est-ce que c'était l'homme de la situation? Le présent, avec Fred Berg, les transferts qui ont été réalisés durant le mercato estival. Et ensuite le futur, avec le futur profil qu'il faudra à Anderlecht. Quel coach pour venir le remplacer? Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec Bryan Rimmer. Est-ce qu'il était l'homme de la situation lorsqu'il est arrivé à Anderlecht en décembre 2022, Basile? Je pense plutôt oui, parce qu'à ce moment-là, Anderlecht sort d'une crise assez profonde, notamment entre direction, entraîneur et supporters. C'est surtout ce point qui était assez dramatique, donc il fallait vraiment reconstruire un groupe. Il fallait rebâtir une équipe qui allait de nouveau être appréciée de ses supporters. Donc, quand on fait venir Bryan Rimmer début décembre 2022, tout le monde était assez surpris. Moi, le premier, car personne ne le connaissait. Maintenant, il avait les qualités d'un excellent T2. Il dégageait une certaine sympathie et on a vu qu'il avait la totale confiance de son directeur sportif, Fred Berg. Donc, je pense que c'était une bonne chose de faire confiance en notre directeur sportif pour lui laisser faire ses preuves. Donc on a vu que Bryan Rimmer a su, du moins à ses débuts, construire quelque chose, construire un groupe et recréer une certaine hype derrière cette équipe. Donc je dirais que c'était un bon profil à prendre pour ses débuts. On le rappelle, une première saison pour Bryan Rimmer où en Jupiler Pro League, ça ne se passe pas super bien. Anderlecht termine 11e, pas de play-off 1, pas de play-off 2, mais sur la scène européenne, c'était pas dégueulasse puisqu'il y a ce quart de finale de Conference League. Raphaël, quand tu vois le profil danois, tu en as pensé quoi? À son arrivée, je me suis posé la question, c'est qui? Ensuite, quand on regarde un peu son CV, T2 à Bradford, T2 à Copenhague, pas du tout le profil pour venir à Anderlecht. Et pour moi, c'est une insulte au palmarès d'Anderlecht de prendre quelqu'un comme ça. Effectivement, il a fait un bon parcours sur la scène européenne, mais sans Verbruggen, il ne fait jamais ce parcours non plus. Donc je pense qu'il a eu beaucoup de chance. On parlait du Rimmer Ball. Je pense qu'on parle souvent de Didier Deschamps avec beaucoup de chance. Je pense que Rimmer n'est pas très très loin de ça non plus. Basile, on a senti ces dernières semaines, mais pour aller même plus loin, ces derniers mois, qu'il y avait une fracture qui se crée avec Bryan Rimmer. La saison dernière n'est pas horrible en termes de résultats, mais derrière, le fond de jeu n'y est pas. Oui, mais tu joues à Anderlecht, tu sais qu'il y a une exigence des supporters qui se repose en 3 points, c'est les jeunes, le jeu et les résultats. Le problème, c'est que Rimmer a pu, à ses débuts, lancer certains jeunes. Je pense notamment à Marius Stralkens qui a explosé, il faudra confirmer, mais il a lancé sa carrière sous Rimmer. On a l'explosion pour le coup de Sardella. Donc voilà, des jeunes, évidemment Verbruggen, des jeunes qui ont eu leur place, qui ont eu leur chance, qui ont pu s'imposer dans le 11. Mais les résultats ont été mitigés. La saison a été affreuse à voir. En étant un supporter qui a pu voir tous les matchs, la plupart au stade, ça a été une catastrophe. On s'ennuyait au stade et ça, c'est pas normal à Anderlecht. Tu ne vas chercher de nouveau aucun titre alors qu'il n'a jamais été aussi proche.
tes concurrents, eux, n'ont jamais été aussi loin de l'avoir lors de certaines phases du championnat. Et donc, ça fait que bah, voilà, les supporters étaient assez mitigés. Et ce qui est assez dramatique, c'est que toutes les conclusions qui étaient faites à la fin de la saison, à la fin de la saison dernière se sont révélées concluantes dès cet été et sont retrouvées concluantes dès septembre, où en fait les supporters ont totalement lâché le coach jusqu'à lancer des chants assez terribles en plein match, qui est quelque chose qui aurait pu être évité. Ouais, on le rappelle, hein, Rimmer Buiten, il avait d'ailleurs réagi à ces chants. Raphaël, t'en penses quoi, toi, de ce que proposait Rimmer? Bah, on ne s'amusait pas, hein. C'est clair que ce n'est pas du tout le jeu qu'on veut voir, c'est pas l'ambiance, même dans sa manière de coacher, hein. Si on était proche de la pelouse, on entendait, c'était vraiment cri, cri, cri. Ce n'était pas des choses constructives. C'est pas, voilà, c'est pas le football qu'on veut voir, c'est pas la personne que je voulais voir. Et aujourd'hui, ben, je pense qu'il a sa meilleure place. En termes de joueurs qui ont évolué sous Rimmer et de ce début de saison, vous en avez pensé quoi? Je sais par exemple qu'on parlait beaucoup d'Anverskaren, qui avait le totem d'immunité. Bah, son début de saison était assez compliqué. Et le problème, c'est qu'Jari Verskieren, c'est un joueur qui malheureusement a bien prouvé une chose depuis ses débuts sous Hein van Azebroek, c'est que c'est un joueur extrêmement irrégulier, qui met souvent du temps à lancer sa saison, qui finit par se lancer et qui finalement est quand même stoppé soit par une blessure ou par une autre intempérie. Son début de saison est très compliqué. Sincèrement, je ne comprenais pas pourquoi il a eu cette possibilité d'autant enchaîner les matchs, surtout quand il y avait un Mario Streukens qui, lui, pour le coup, attention qu'il n'était pas parfait non plus, il avait quand même des grosses carences, mais il montrait de quoi mériter d'avoir de la continuité. Maintenant, je tiens à dire quand même que les derniers matchs des Verskieren sont plutôt bons. On commence à retrouver voilà, un joueur qui commence à oser de nouveau, qui reprend un peu les rênes du jeu à son compte. Donc je pense que voilà, il a retrouvé sa place de titulaire et je pense qu'actuellement il la mérite. Raphaël, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je trouve que Verskieren, justement, n'arrive pas à passer ce palier qu'il doit passer. Il arrive trop de blessures également. Il n'a pas non plus. Il peut être aussi talentueux. Je pense que voilà, ce qui dit que Verskieren, il sait faire un contrôle, il sait faire une passe, il sait créer une occasion. Mais il y a aussi le mental. Et je pense que son problème est mental parce qu'il n'arrive pas à tirer, il n'arrive pas à être ce leader technique qu'il doit être. Donc, qu'André recherche. C'est un autre profil pour moi que Streukens, que tu parlais de Streukens. Streukens, c'est plus un 8, là où Verskieren était un créatif. Donc, pour moi, c'est des joueurs qui sont totalement complémentaires de base. Et le problème, c'est qu'André, dans cette profondeur d'effectif, il n'y a pas un joueur pour remplacer Verskieren. J'avais Flips. Tu avais Philips, effectivement, qui n'est plus chez toi, et tu as Hazard, qui sort d'une très mauvaise saison avant à Dortmund, une très mauvaise saison au PSG, et qui vient chez nous, et qui n'a pas été non plus ce leader technique qu'on attendait à 100%. Par rapport à son salaire, par rapport à son nom, par rapport à son aura, par rapport à la personne qui devait tirer cette équipe. Tu ne termines pas troisième sinon, même s'il a une blessure à ce moment-là. Donc voilà. Sinon, le seul point positif pour terminer sur Rimmer par rapport à ça, c'est qu'il a mis enfin les joueurs à leur poste. Donc tu parlais que Streukens a pu enfin évoluer. Streukens a beaucoup évolué en jeune, en box-to-box. Il a enfin joué à sa vraie place. Sardella n'a pas été baladé, des fois défenseur gauche, une fois défenseur central, une fois défenseur droit. Non, il a mis défenseur droit. Donc il a mis les joueurs à leur poste qui ont pu apporter quelque chose. Mais non, c'était dans la tactique et surtout dans l'animation de jeu où un Sardella va jouer très très haut, où ton ailier droit va rentrer dans le jeu. Et on joue toujours avec un bloc très bas où Dolbeck ne reçoit pas un ballon. Donc voilà. Donc tout ça mis bout à bout fait que pour moi, Rimmer a mis les joueurs enfin à leur place, mais que tactiquement, il n'a pas les compétences nécessaires pour tirer plus de son groupe. Tu veux réagir? Oui, je suis plutôt d'accord en fait. Et ça, c'est. En fait, Rimmer, jusqu'à présent, n'a fait que de la gestion. Il a fait de la gestion de caractère, il a fait de la gestion de groupe. Mais au final, sur le plan tactique, il n'a pas réussi à faire passer un cap à beaucoup de joueurs. Et tous les jeunes, donc voilà, je l'ai dit tantôt, que beaucoup de jeunes ont explosé sous Bryan Rimmer. Le problème, c'est est-ce qu'ils ont explosé grâce à la tactique Rimmer ou est-ce qu'ils ont explosé parce que ce sont des jeunes talentueux. Sardella, c'est l'un des grands noms de la génération 2002 qui avait déjà été lancé sous Vincent Kompany. Donc, d'ailleurs, quand Vincent Kompany dit de toi que tu es l'un des grands talents, l'un des grands futurs noms de la défense des Diables Rouges, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que ça ne sort pas de nulle part. Tu as également un Mario Streukens, voilà, c'est également un nom qui était très très suivi parmi les jeunes. Il y a Verskieren, on ne va pas en parler. C'était aussi l'un des premiers noms de l'après-génération dorée qui
voilà, qui a quand même explosé médiatiquement, on va dire. Donc oui, c'était clairement c'était de la gestion de groupe. Et ce que je trouve assez dommage, c'est que cette saison, en fait, j'ai l'impression que Rimmer a perdu le courage qu'il avait de lancer certains jeunes. Ou même, on peut même parler de la saison passée, quand tu as un gars comme Luis Patrice qui n'a en fait pas eu sa chance, hormis quand Sardella était blessé. Et je trouve que c'est dommage car c'est ce genre de joueur qui aurait fait ta profondeur. Il y a également d'autres noms, je pense par exemple à un De Greef, qui est sincèrement un très joli talent, qui évidemment n'est pas prêt pour enchaîner les matchs en sélection, en équipe A, ça je suis 100% d'accord, mais vu, comme le disait très bien Raph, le manque de profondeur qu'on a au poste de créatif, qu'on l'ait aussi peu vu, c'est assez dommage. Et voilà, je trouve que Rimmer a perdu le courage en fait de lancer des jeunes et je pense que ça leur a aidé dans pas mal de situations, notamment dans nos carences défensives de ce début de saison. On va parler un petit peu de la profondeur de ce groupe du Mercato, géré par Fred Berg. Vous, quand vous voyez le Mercato qui se clôture, vous êtes content ou pas? Je pense qu'on ne peut pas être content quand on a de l'ambition. Et je pense que Fred Berg paye un peu la bourse qu'il a reçue, il paye un peu les erreurs qu'il a fait lors de son premier mercato estival. Parce qu'on est sorti là et je pense que Hazard était un peu l'arbre qui cachait la forêt. On a vu le nom Hazard, on se dit ah, le mercato est réussi. Finalement, dans les investissements financiers qu'il a fait, il y a beaucoup de ratés. Il parlait de Patrice. Patrice, c'est un raté. Flips, c'est un raté. Pour moi, un raté, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu achètes et qui a une implication directe sur le terrain. Puisque c'était les modes Fred Berg quand il arrive à Anderlecht. Voilà, les joueurs, on mettra de l'argent, c'est les joueurs qu'on aura directement une application sur le terrain. Moi, Vasquez, Flips, Patrice, c'est 13 millions d'euros. Ça n'a pas eu l'implication de 13 millions d'euros sur le terrain. Donc c'est ça que je regrette un peu. Donc ici, évidemment, il a eu un peu moins de possibilités. Pourtant, il y a une vente de Bast. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Pas grand-chose à ce mercato. Donc Rimmer paye aussi un peu les pots cassés de son ami qui l'a placé là et son ami qui l'a prolongé avant d'avoir fait aucun résultat. Il l'a prolongé jusqu'en 2026. Donc il y a aussi un petit peu ce côté despotisme, on pourrait dire ça En partie. En partie, hein. Je ne sais pas comment tu dis ça en danois. Mais voilà, donc il y a certaines choses voilà, dans le mercato aussi qui me gênent. Je pense qu'on attendait quand même. L'année passée, on s'est vachement ennuyé, donc on attendait quand même au niveau offensif un peu des petites pépites. Moi, j'attends que Fred Berg me ramène un Scovelson. Si Bruges a su le faire, c'est cette ère à lui. Je veux dire, il veut ramener tous les Danois du monde chez nous en Anderlecht. Donc, à un moment donné, il va nous chercher un type Scovelson de 20 ans qu'on va savoir revendre x3, x4 dans 4 ans et qui va apporter une plus-value sur le terrain surtout. Parce qu'avant de parler financier, on est quand même des amateurs de football et ça manque un peu. Basile, est-ce que Anderlecht s'est renforcé cet été ou c'est plutôt déforcé? Je ne pense pas que l'équipe s'est déforcée pour autant. Tu perds Schmeichel, ça c'est pour moi une grande perte, notamment vu sa fin de saison et vu qu'au final tu ne le remplaces pas. Après voilà, Kouzmans fait actuellement ce qu'il faut en espérant que ça tienne. Mais voilà, pour moi c'est la grande perte du Sporting. Maintenant tu perds Delaney. Au final, est-ce que son passage, je ne vais pas dire que c'est un flop, mais je reste un peu sur ma faim. On va dire qu'on n'a pas trop perdu, hormis son salaire. Voilà, ses blessures l'ont un peu miné. Sa fin de saison, même quand il était fit, était un peu moins bonne. Mais voilà, je pense que c'était un coup relativement intéressant qui part. Je pense qu'on y survivra. Et tu perds également Zeno de Bast. Oui, sincèrement, c'est une grosse perte, notamment pour tes qualités de relance derrière. C'est ce qui fait actuellement défaut à la saison du Sporting, c'est que tu n'as plus personne pour faire remonter le ballon. Maintenant, je pense que Zeno de Bast était de toute façon, dans tous les cas, amené à partir à un moment ou à un autre. Il fallait surtout le prévoir à l'avance. Est-ce que ça a été fait? Ça peut se débattre, je ne pense pas. Je pense que ça a été mal fait. Dans les faits, tu vas chercher un Giancarlo Simic. Je pense que c'est un profil très intéressant. Voilà, tu perds un jeune talent que tu souhaitais revendre, tu vas racheter une nouvelle pépite d'un grand club qui est connu par pas mal de grands scouts. C'est très intéressant. Maintenant, comment tu l'encadres? Avec un Jan Vertonghen à moitié en dépression, mort physiquement, qui est peut-être porté disparu actuellement. Tu as un Zanka, je ne vais même pas en parler car c'est catastrophique pour le moment. Voilà, et hormis ces deux-là, tu as qui va l'encadrer? Tu as Théo Léoni, super. Deuxième saison en pro. Deuxième saison en pro, on va aller très très loin et c'est ce qui me dérange sincèrement. Donc voilà, tu vas également chercher un Thomas Fouquet pour ton banc. Donc dans l'idée, je trouve que c'est une bonne idée.
surtout qu'il a l'air d'accepter le rôle de super sub. Donc c'est assez intéressant. Mais est-ce que tu avais un 11 assez fort que pour aller chercher du sub ou il fallait chercher des meilleurs joueurs pour aller améliorer ton 11 plutôt? Mais je pense qu'il fallait faire les deux. Tu avais des postes qu'il fallait absolument renforcer. Je pense instinctivement aller chercher deux défenseurs centraux dans ton 11 titulaire. Jean-Carlo Simic a été fait à droite. À gauche, tu ne pouvais pas compter sur Jan Vertonghen et ça, tout le monde le savait. Surtout que c'est mi-août que ça… Surtout que c'est mi-août que Jan Vertonghen signe. À gauche, on a dû attendre que Augustinsson soit libéré de son contrat par Séville et ça a pris des plombes. Au final, Augustinsson a raté sa préparation physique. Génial. Heureusement que pour le moment, il n'a pas l'air de trop… Et c'est sa force. Et c'est sa force, franchement, tant mieux pour lui. Moi, j'aime beaucoup le profil d'Augustinsson. Apparemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais voilà, derrière, ton remplaçant Augustinsson, c'est Ndiaye. Je trouve Ndiaye intéressant. Maintenant, il y a des grosses lacunes qu'il peine à combler. Et c'est tout. C'est tout ce que tu as derrière. Ndiaye est plus créatif. Ndiaye est plus… Ouais, voilà, défensivement. il y a une forme de Défensivement, complémentarité. Le problème, c'est que passer d'Augustinsson à Ndiaye, il faut se mouiller la nuque niveau équilibre. C'est-à-dire que tu le fais monter en plein match ou tu le fais démarrer titulaire. Ça change totalement ta façon de jouer. Et donc à ce moment-là, est-ce que le Sporting peut se permettre, déjà que le jeu n'est pas bon, d'en plus dépendre de la bonne volonté défensive? Pas dans le jeu de Rimmer et ni dans celui de Hubert ce week-end parce que c'est un peu t'as l'impression que Rimmer était encore sur le banc avec une moumoute sur la tête. Mais voilà, je veux dire, c'est la continuité. Mais Ndiaye, par exemple, pour revenir à ça, il y a une action de Charleroi, la plus grosse action de Charleroi d'ailleurs, c'est Ndiaye qui se plante complètement dans son positionnement. Mais offensivement, il a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ah oui, clairement. Il a la massue en lui, ça sent. Il est beaucoup plus ce qu'Anderlecht aime. Je veux dire, offensivement, toute proportion gardée, et vraiment, je tiens à le dire, c'est un petit Babayero. Offensivement, maintenant défensivement, c'est pas du tout c'est pas assez bon. Mais je veux dire, offensivement, voilà. Et donc dans un jeu offensif, dans un jeu léché, je le vois beaucoup plus apporter de la qualité. Là, Augustinsson ne va jamais en apporter parce qu'il est limité. Donc pour revenir à ça, un joueur d'équilibre contre un joueur qui t'apporte cette créativité voilà. Au détriment. Et je me déplace plus dans un stade pour voir un Ndiaye offensivement. Moi, je prends beaucoup de plaisir à Augustinsson, mais c'est chacun son plaisir. Non, voilà, moi j'aime beaucoup les équipes qui ont un équilibre et une cohérence tactique. Mais voilà, on en revient au problème qu'au final, ton équipe, tu as beaucoup trop peiné à la renforcer. Et au final, les noms qui sont arrivés sont assez intéressants. Fouquet, c'est intéressant, surtout que c'est gratuit. Simic, c'est intéressant, c'est pas très cher, sachant que tu es censé faire une grosse plus-value dessus. Mais tu l'encadres pas. Donc actuellement, voilà, Simic, il a des gros problèmes à la relance. Il a fait un bon match à l'Union. Est-ce que pour moi, c'est le bon match qu'il fait parce qu'il est sur son défenseur, sur son attaquant. Je trouve qu'il fait un bon match et le reste, ça va. Pour un mec qui fait sa première réelle saison en pro, je ne vais pas non plus mettre toutes mes cibles sur un jeune de 19 ans. Mais c'est bien ça le problème, c'est que c'est lui qui se prend toutes les critiques. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encadré. C'est pas le seul, mais c'est parce que c'est le transfert majeur. Mais c'est bien ça le problème. Les 3 millions d'euros. C'est que ce soit lui le transfert majeur, la tête d'affiche de ce mercato. Si tu veux jouer le titre, comme il annonce, si tu es Fredberg et que tu annonces en début de mercato, on va frapper fort et que tu vas frapper avec un joueur d'avenir. Moi, personnellement, j'adore le concept joueur d'avenir et puis revendre plus cher, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il faut quand même des hommes forts qui vont l'encadrer. Or, le pari Vertonghen, pour moi, ça va être un pari raté cette année. Faut dire, hein, est-ce qu'on peut réellement parler de Paris? Enfin, vraiment, tout le monde le sentait venir. Déjà, la fin de saison dernière de Jan Vertonghen, elle n'est pas terrible. On commençait franchement à voir il s'énervait de plus en plus sur le terrain. Il se faisait de plus en plus avoir. Tu avais de plus en plus de coups de sang. Tu sentais quand même que le joueur commençait à être… un vicieux sur le terrain. Mais il a toujours été vicieux, ça ne le retire pas. Et ça il apporte quand même ça une fait petite du bien. expérience. Quoi. Ouais. Oui, c'est ça, mais je ne suis pas là pour faire un procès d'intention à l'égard de Jan Vertonghen. Jusque déjà saison passée, tu sentais que tu ne pouvais pas compter sur lui pour refaire une saison en tant que capitaine titulaire indiscutable dans un Anderlecht qui vise le titre. Mais c'est un joueur, si tu le fais jouer 20 rencontres sur la saison, tout à fait. Moi je suis pour ça, mais de nouveau, ça prouve que dans la fenêtre mercato, il y a un problème d'équilibre, il y a un problème d'achat, il y a un problème de vision. On sait que Fredberg n'a pas passé beaucoup de temps dans son bureau, ça se ressent aujourd'hui sur le terrain. Mais d'ailleurs les gars, en parlant de Fredberg, est-ce que vous gardez, est-ce qu'il est fautif dans les derniers mois d'un Rimmer, par exemple? Clairement, il est fautif. Là, il n'y a pas à discuter, il n'y a aucune chose qui peut sauver le choix désastreux qui a été de prolonger
Rimmer alors qu'il n'avait rien montré encore. Maintenant, est-ce que je ferais directement une table rase? Je pense pas, car à un moment, j'en ai marre que tout le siège, toute la composition du club, qu'il y ait à chaque fois des changements de hiérarchie, qu'on change tout, on apporte un nouveau directeur sportif, on change son staff, finalement on l'envoie chez les futurs, ah non, il va revenir. Non, à un moment, il faut un tout petit peu de stabilité dans le club. Il a raté son mercato. Il a raté donc la prolongation avec Rimmer. Maintenant, je pense qu'il a droit à une seconde chance, mais il ne doit plus avoir carte blanche, ce qu'il avait sous Van den Hout. Je pense d'ailleurs que Van den Hout sait qu'il ne doit plus donner carte blanche. Il a l'air d'être beaucoup plus sur son dos dorénavant. D'ailleurs, c'est lui qui fait venir de Dunker, c'est lui qui met un coup de pression et c'est également lui, d'après les différents journaux belges, qui met pression pour foutre Rimmer à la porte. Donc voilà, je continuerai avec Fredberg, pardon, mais il doit se rattraper cet hiver et il doit bien choisir son coach. Il doit arrêter de se prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un coach fantastique qui peut dicter son équipe depuis la tribune. Ouais, Raphaël, j'ai cette image après le match de Charleroi, je crois, au Genk, où on a Fredberg avec Vertonghen qui est en train de discuter sur le banc. J'ai vu pas mal de supporters anderlechtois qui en parlaient et qui pensent un peu que Fredberg, au final, c'était le T1, quoi. Oui, ça a toujours été le T1, mais Et il s'en est jamais caché. mais est-ce que c'est le seul qui est mis Anderlecht qui n'était pas sur le banc et qui était T1? Je crois que Compagnie était pareil. Et je pense qu'Anderlecht n'a pas tenu. Allez, Compagnie, joueur-entraîneur, c'était une catastrophe avec Simon Davis qui n'a pas tellement joué. Donc je ne comprends pas qu'Anderlecht a voulu continuer, pourtant c'est la même direction, dans cette philosophie. Donc on a vu que c'est une philosophie qui ne fonctionnait pas. Est-ce que Fredberg a des capacités de recrutement ou pas? Je suis très 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 mitigé, ça on verra on verra par le futur, mais je veux dire, à ce moment-là ici, je pense qu'Anderlecht a fait une erreur, pas de casting, mais de composition hiérarchique. On n'aurait pas dû donner carte blanche, on n'aurait pas Non. dû le laisser avoir le monopole de la composition de son staff. Mais un manager à l'anglaise. Oui, mais c'est ça. Et en fait, il a envoyé. Donc attention, voilà, Verbeek, il avait des problèmes personnels, il s'est mis de côté, puis il est revenu, on l'a envoyé en jeune. D'ailleurs, le staff en jeune est excellent pour le moment. Il y a eu une trentaine de prolongations. C'est vraiment un travail fantastique qui a été Ce fait. serait bien qu'il prolonge aussi Stroikens. Ce serait plutôt sympathique. Mais du coup, tu te dis, voilà, pourquoi avoir autant laissé carte blanche à Fredberg alors que, faut insister là-dessus, donc il arrive 2022, il amène Rimmer, je le redis encore une fois, pour moi, ce n'est pas une mauvaise idée. Tu fais venir Dreyer, tu échoues dans le dossier Arauco Daré. Et tu oublies que dans les jeunes aussi, il amène dans les jeunes quelqu'un maintenant dans sa valise qui s'occupe de l'RP. Hein. Oui, il y a un Danois avec. Hein, oui, donc, Hammersman. ouais, donc à tous Ouais. les endroits du club, il met quand même un peu ses pions. Oui, mais ça encore, je trouve ça normal, qu'il y ait une possibilité, qu'il y ait une identité propre au directeur sportif, propre au mec. C'est-à-dire que si qui a tu te les plantes clés. avec lui, tu te plantes Le dans problème, ton fournisseur en RP, tu te plantes avec l'équipe A. en fait, le problème, c'est de mettre on revient à la carte en nombre blanche. conséquent, Ouais. beaucoup trop partout. Qu'il y en ait un peu partout, ok, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait une continuité. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait carte blanche partout. Et chez les jeunes, il n'a pas carte blanche. Chez les jeunes, il est encadré par des mecs qui connaissent également la maison, qui ont leur idée, par des… j'ai malheureusement oublié son nom, mais donc un directeur du staff jeune qui vient de l'OHL, qui connaît parfaitement son boulot, qui connaît la Belgique. Voilà, c'est comme ça que tu crées une équipe pour un mec qui ne connaît pas le championnat, qui ne connaît pas le RSC Anderlecht quand il arrive. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que il doit avoir une seconde chance, mais mieux encadré, et il doit pouvoir, il doit accepter de déléguer le boulot, Je pense dit que bêtement. tu l'as très bien dit. Je pense que le mercato hivernal ici va être. Il va être attendu et il doit prouver. Il va être attendu même au tournant. Parce que ici, avec le noyau pour moi qui est mis à la disposition, on parlera après plus tard du futur entraîneur, j'espère, qui est mis à disposition, ça va être compliqué pour le futur entraîneur. Ça veut dire que Fredberg va continuer à avoir des remarques par les supporters, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a Van den Hout, mais je pense que les supporters, le nom Fredberg n'est pas très très loin dans la continuité. Il a encore un totem d'immunité, mais à un moment donné, il risque de sauter. Et si en janvier il se plante, là par contre, moi je suis désolé, voilà, l'année prochaine, on lui serre la main, retour Viborg, merci, au revoir. Hein. Oui, exactement. En fait, c'est surtout l'idée de ne pas changer tous les 6 mois ton staff, car tous les 6 mois, ça ne va pas. Non, à un moment, tu dois mettre un minimum de continuité. Tu attends jusqu'à l'été. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? Dans tous les cas, voilà, la saison a déjà commencé. Autant continuer et autant ne pas se saboter dès le début de saison. Là je te rejoins parce que tu as déjà eu, en 7 ans, tu as eu De Vroo, tu as eu Verskeren, Arnesen,
Verbeek. Verbeek, maintenant tu as Fredberg, ça fait 7 ans, 5 noms. Et 5 mecs qui ont régulièrement des identités assez différentes, qui ont des styles annoncés assez différents. Et tu passes à chaque fois du coq à l'âne, pardon, et actuellement toujours sans résultat. Ça prouve qu'il n'y a pas un canevas bien écrit en disant, bah voilà, nous c'est tel profil qu'on cherche, tel profil, tel profil. Et ça me fait peur pour le futur. Mais Ouais. Est-ce que c'est pas Van de Noot le Mais- souci? J'ai vu la bannière, là, le tifo qui avait été mis en place, enfin, non, la bannière qui avait été mis en place par les supporters avec Van de Noot, Buiten. Qui a amené Van de Noot? C'est Cook. Van de Noot n'était pas là avant Cook. Van de Noot voulait racheter le club en même temps que Cook. Il est passé à côté et quand Cook a commencé à sentir que ça ne sentait pas bien, il a fait venir Van de Noot dans le club. Donc à un moment donné, qui est responsable de faire venir qui? Sincèrement, je pense que que Van de Noot a eu des gros défauts, a fait de très grosses erreurs, notamment avec l'arrivée de Mazou, où il a un sursaut d'ego avec la gestion de compagnie. Maintenant, actuellement, je n'ai pas trop compris cette banderole, car c'est Van de Noot qui sauve cette saison pour le moment, et ça, c'est un fait. En prenant de Dunker En prenant de Dunker, qui force la main de Fred Perr, il n'en voulait pas. et en foutant Rimmer dehors. En foutant Rimmer dehors. C'est les deux bonnes nouvelles de ce début de saison. Et c'est deux bonnes nouvelles qui viennent de Van de Noot. C'est qui va parler? C'est qui est le représentant du CA? C'est qui la saison passée, fait pression pour qu'il y ait un nouvel apport de capital, pour qu'il y ait une nouvelle enveloppe qui soit donnée à Fredberg? C'est Van de Noot. Je pense qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Van de Noot a fait des très grosses erreurs la saison passée. Il aurait pu partir et personnellement, j'étais de la team qui souhaitait le voir partir. Maintenant, cette saison, mais Dieu merci qu'il ait fait ses choix. Donc, je n'ai vraiment pas compris cette banderole. Evertongen, c'est lui aussi. Hein. Et Vertonghen, notamment. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais sur le cas Cook, je suis assez mitigé car je trouve ça dommage d'avoir un président qui soit autant dans l'ombre. Parce que c'est vrai, il ne parle jamais. On a Que quand on gagne. que quand on gagne, mais bon, ça c'est facile. Voilà, il a perdu le. Quand il rachète le club au tout début, il est très présent médiatiquement. Depuis, il s'est peu à peu effacé. Maintenant, est-ce que c'est bien? Parce que dans les faits, il n'y connaissait rien. Enfin, on va être honnête, hein, il a ramené un staff incompréhensible, il a fait un mercato incompréhensible. Donc je trouve ça. Donc voilà, c'est paradoxal en fait. C'est frustrant d'avoir un président qui a en partie la majorité des clés de décision qui est à l'écart, mais en même temps, on sait que ce président n'a pas les compétences pour gérer un club comme le RSC Anderlecht. Maintenant, j'ai envie de dire, quand le club avait besoin de fonds, il les a mis. Quand le club avait. Ça, on verra que les 17 millions, enfin les 20 millions de base, peut-être qu'ils sont en train de reprendre. Oui, mais ça c'est. Mais Ouais. en même temps, on n'est pas dans un monde de bisounours. Évidemment que le club d'Anderlecht est maintenant géré comme une société cotée qui doit de temps en temps être. Elle doit être. Évidemment, j'ai perdu le mot. Mais si tu fais perdre, je suis d'accord avec toi, mais si tu fais perdre 125 millions d'euros, parce que c'est ça, en 7 ans, c'est 125 millions d'euros de sortie. D'accord? Et si ce qui fait rapporter de l'argent, c'est de l'argent que toi tu n'as pas investi, puisque c'est des jours de ton cru, d'accord? C'est pas dans les 125 millions d'euros, à un moment donné, il faut quand même poser des questions. En fait, je trouve que le problème n'est pas spécialement Cook, car je pense que les investissements, il est capable de les faire et avec un homme de confiance, il les fait. D'ailleurs, à chaque fois, quand Compagnie arrive au début, il fait les investissements. Quand Versuren est là, il fait les investissements. Quand tu as l'arrivée de Fredberg avec l'appui de Van de Noot, il fait les investissements. Le problème, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui veut ouvrir le levier et fait, ah, ça y est, on va balancer de l'argent sur le marché. Maintenant, le plus gros problème de Cook, c'est qu'il s'entoure mal. Moi, Et ça, c'est ce qu'on observe depuis 7 ans. Et à un moment, ça commence à faire beaucoup. moi, je pense que Cook, il a acheté une Ferrari ou une Rolls-Royce qui n'était pas en bon état, d'accord? Et il a voulu faire repartir la voiture avec un moteur de Renault. Je pense que c'est quelqu'un qui veut faire des investissements. Mais le problème, c'est que ces investissements qu'il fait, c'est toujours un peu, tu vois, il va mettre un Devroux, tu vois, tu vas t'acheter un Anderlecht et tu vas mettre Devroux qui s'est planté à Bruges. Parce que c'est ça qu'il prend avec lui. Il ne va pas prendre, ok, je prends Anderlecht, je vais aller chercher un Cador, un mec qui est en train de monter, et je vais le mettre près de moi, et il va faire les transferts. Non, il va chercher qui? Il va chercher Milic, il va chercher Mussona, et il va chercher, bon, Sané, on ne va pas en parler, mais je veux dire, il va chercher tous des joueurs de seconde zone. Donc il s'est dit, voilà, je prends le nom Anderlecht, je vais mettre quelques éléments, et on va refaire un truc super beau. C'est typique des entrepreneurs.
un entrepreneur de manière générale arrive à faire ça. Et chapeau aux entrepreneurs qui le font. Malheureusement, le foot, c'est autre chose que ça. C'est de la passion, c'est de l'amour, c'est du football, c'est de la connaissance. Et il en manque énormément. On parle souvent de Roger, de Constant. La différence avec tout cela, c'est que Constant, avant d'être président de club, il avait été entraîneur de l'équipe nationale belge. Donc c'était quelqu'un qui venait du monde du football, qui connaissait le football. Cook, je voudrais bien le voir sur un terrain de foot ou des vidéos de lui quand on était plus jeune. Je suis pas sûr que c'est, je suis pas sûr que voilà, c'est quelqu'un qui sait qu'à la base on joue à 11 quoi. On va parler un petit peu du futur, avec le futur profil. Je t'ai un petit peu coupé, tu avais envie de Ah repartir? non, ça va. On va terminer avec la dernière partie, donc le futur. Qui pour remplacer Brian Riemer? Avant de parler des différents noms qu'on peut voir dans la presse, quel profil est-ce qu'on a besoin? Quel profil il manque à Anderlecht selon toi, Raphaël? Quelqu'un qui va redonner de l'amour aux gens, aux supporters. Un profil donc, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui a comme un petit peu d'expérience. Quelqu'un qui va aimer le jeu offensif, technique, le jeu en un temps, par du mouvement. Je pense que le public a évolué au terme des années. On ne va pas rester sur les années nostalgiques, les années 2000, les années 80. Je pense que c'est un autre public aujourd'hui. Donc, c'est un public qui a besoin aussi, on l'a senti avec Riemer, ce qui plaisait au début au public, c'est que Riemer venait applaudir les supporters. Donc, je pense qu'on a besoin d'un style un peu aujourd'hui, si je dois mettre un nom à l'échelle mondiale, un style Klopp, en fait. Je crois que tout le monde rêve d'un style Klopp. J'ai dit, Ouais, voilà, mais je pense que c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui est, oui, je pense qu'effectivement, mais voilà, plus style Klopp que style Guardiola. Je pense que style Guardiola c'est pas le jeu d'Anderlecht en fait. Alors on parle toujours de jeu léché, de recommencer d'en bas. Mais Anderlecht c'est un jeu quand même de combinaison, mais vers l'avant, tandis que le jeu de Guardiola est plus un football, plus handball, plus attentiste, plus de patience, tandis que nous c'est quand même un jeu assez offensif où il doit y avoir du spectacle, quoi. C'est le jeu du numéro 10 à Anderlecht. Voilà, exact. Basile, il y a beaucoup d'attentes parce qu'en fait, il va falloir aller chercher autant, voire plus de points que l'année passée où vous vous êtes planté à 3 points à une victoire face au club de Bruges en réalité. Mais avec en plus de ça un noyau qui est peut-être un petit peu moins qualitatif que la saison dernière. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense que moins qualitatif ne veut pas spécialement dire mauvais. Et surtout, tu as beaucoup de joueurs qui sont actuellement sous régime. Je pense directement à un Kasper Dolberg, à un Anders Dreyer, à un Francis Amouzou. Donc, tes 3 offensifs titulaires, ce sont 3 joueurs qui ont, à mon sens, largement le niveau pour la Pro League et de quoi te donner les chances de remporter un titre. Le problème, c'est que les 3 ne fonctionnent pas pour le moment. Tous les 3 sont sous régime. Derrière, au milieu de terrain, tu as exactement la même chose. Tu as un Jari Siaren qui peine à exploser. Tu as un Mario Streukens qui, malgré des bons matchs sur ce début de saison, doit toujours confirmer, qui n'est pas non plus irréprochable. Tu as également un Mats Ritz qui, après des années fantastiques au club de Bruges, une saison plutôt sympathique dans le travail de l'ombre saison passée, fait un début de saison catastrophique actuellement. Tu as un Leander de Donker qui, voilà, Qui a été mis défenseur central. Qui a été mis défenseur central. Alors que sa force c'était d'être un moteur. Et on l'a vu d'ailleurs Ouais. à cette position. Et donc voilà, donc Leander de Donker qui est quand même un gars qui connaît la pelle, qui a plus de 200 matchs Mais on sent avec... que pour lui c'est trop facile. Voilà, donc franchement, tu as clairement dans cette équipe de quoi construire une véritable cohésion. Tu as du matériel, de quoi créer un jeu offensif, de quoi créer un bloc haut surtout. C'est ça qui va faire la différence. Et donc, c'est pour ça que je rejoins totalement ce que dit Raphaël quand il dit voilà, on a besoin d'un coach qui a une identité, qui saura imposer une identité et faire passer un cap à des joueurs qui n'est pas spécialement les faire jouer à leur position, c'est les faire jouer à leur position optimale et les voir à leur meilleur niveau. Et donc qui? Parce que là on a vu quelques noms, je vois du Van Bommel, mais moi ça me semble impossible parce qu'il est super cher. On voit des noms danois. Est-ce que les supporters attendent une rupture d'ailleurs avec ce petit drapeau danois ou pas? Toi Basile, tu voudrais qui là dans les noms qui sont cités? Mais actuellement, voilà, le nom qui a été cité qui m'intéresse le plus, c'est Knudsen, qui franchement, de ce qu'on m'a dit, est très très intéressant, surtout dans le jeu, dans la construction. C'est qui vient de Bodo Glimt, c'est ça? Depuis 2018. Depuis 2018, donc voilà, il y a quand même une vraie régularité. Et une claque à Mourinho, important. Oui, le 6-1, je ne sais plus. Sur 3 confrontations.
Donc voilà, c'est un mec qui, je pense, a assez d'expérience que pour tenter Anderlecht sans pour autant être trop cher. C'est un mec qui a su construire un projet. C'est un mec qui évidemment appartient à la filière danoise, ce qui n'est pas pour moi une mauvaise chose. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'on recrute danois tant que c'est qualitatif et tant que ça apporte une plus-value au groupe. Maintenant, voilà, à voir si c'est réellement concret, si c'est pas juste des bêtes rumeurs qu'on entend voilà, dans les journaux parce que c'est le nom un tout petit peu facile. Sinon, dans les profils recherchés, Van Bommel, voilà, dans le jeu, c'est pas terrible, mais maintenant, je pense que tu n'es pas en position à Anderlecht pour réclamer un Jürgen Klopp, par exemple. Tu vois, tu dois savoir un peu mettre d'eau dans ton vin, et je pense que tu dois accepter d'avoir peut-être un jeu moins intéressant, moins beau à voir, et une équipe cohérente tactiquement. Parce que je pense que le plus gros problème de Rimmer qu'on a eu cette saison, et la fin de saison dernière, c'est pas que c'était moche à voir, c'est qu'il n'y avait pas de jeu. Et il y a une grosse différence. Le jeu de Mourinho, il n'est pas beau à voir, mais c'est un jeu qui est très bien construit, c'est un jeu qui rapporte, c'est un jeu qui te permet de construire une équipe. Et qui plaît à certaines philosophies. Et qui peut plaire un qui peu. Qui peut plaire à certaines philosophies de club, ce qui n'est pas la nôtre. Je veux dire, le jeu de Mourinho. Non, clairement pas. Mourinho, Mais je pense même que. Il serait hué chez nous. Mais je pense qu'on n'est plus le même stade que sous Weiler, par exemple. Je pense que maintenant, le public a compris avec ces 7 années de purge que tu peux sacrifier un an avec un jeu moins attractif, mais qui te permet de construire une équipe, qui te permet de poser des cadres et qui te permet d'enfin aller chercher un titre pour rebâtir, pour reconstruire quelque chose. Parce que pour moi, reconstruire, c'est pas refaire un effectif, c'est construire un club qui est à la hauteur de la réputation qu'est le club d'Anderlecht, qui doit gagner chaque année. Je pense que tu fais venir un mec qui n'a pas un jeu flamboyant, mais qui gagne une saison et demie, ça fera largement l'affaire avant d'éventuellement évoluer et de passer sur un jeu plus intéressant. Maintenant, est-ce qu'actuellement, le club peut demander à un coach, voilà, tu vas faire jouer des jeunes, je veux un jeu attractif et en même temps, tu vas aller me remporter le titre cette saison? Vu l'effectif qu'on a actuellement, qui est toujours bon, j'insiste dessus, mais voilà, c'est pas non plus l'effectif de Bruges. Je pense qu'il faut, voilà, faut un peu calmer les attentes et il faut arrêter de croire ce qu'on a fait avec Compagnie, en fait, que tout allait arriver du jour au lendemain. Tu es d'accord avec ça, toi, Raphaël? Parce que tu as quand même connu l'Anderlecht Champagne. Ouais, j'ai connu le bel Anderlecht. J'espère un jour le revoir quand même. Moi aussi, j'espère le connaître. Mais... Ici, pour moi, allez, il y a des choses chez Basile qui dit, je le rejoins, et pour moi, le noyau n'est pas assez bon. Ça, je continue à dire qu'il n'y a pas, pour revenir, bon, on parlait de nom, il n'y a pas par exemple un Boussoufa, il n'y a pas un Hassan, il n'y a pas même un leader d'équipe, que ça peut être même un Zetterberg pour revenir encore plus. on a quand même Angulo. On a, ouais, je vais rester poli parce que voilà, Angulo qui a coûté 3 millions d'euros, je tiens quand même de nouveau à le signaler, c'est beaucoup d'argent donné. Donc ouais, je le rejoins sur certains points. Pour moi, le noyau n'est pas assez bon. L'entraîneur aura beaucoup à faire, mais je comprends ce qu'il veut dire en disant voilà, peut-être que les supporters sont prêts à attendre un an et demi pour être champion avec un football moindre. Je pense qu'on est quand même un club de puristes. Je pense que c'est ça qui doit faire comme notre force, même si aujourd'hui la seule chose sur laquelle on peut encore un peu briller, c'est notre passé. Et notre passé, ben, autant continuer à dire que c'est ce qu'on veut encore avoir aujourd'hui, ce beau passé de jeu léché, de jeu champagne, de football champagne. Un an et demi, ok, on est champion et après il faudra comme reconstruire. Je pense que plutôt prendre l'exemple de ce que Genk vient de faire ici pendant le mercato. Un entraîneur qui est là depuis 2 mois et demi, qui a mis une vraie philosophie en place, du vrai jeu, un jeu offensif, un jeu agréable, un jeu positif, avec des nouveaux transferts. Et pourtant, il a réussi à le faire. Donc moi, l'excuse, c'est un nouveau groupe, ça va pas, c'est une excuse de perdant. On va le dire clairement. Au niveau des profils, tu parlais de jeunes, qui aiment de personnes qui savent s'occuper des jeunes, qui aiment le football, vers l'avant. Bon, Imland s'est complètement planté avec le Danemark, mais ce qu'il a fait avec Nordsjælland, c'est exactement ça. Il a pris des jeunes, il a fait Nordsjælland qui était un club middle, un peu plus haut quand même au Danemark. Donc ouais, il y a quelque chose. J'aime beaucoup aussi Knudsen, sur papier évidemment, parce que je ne regarde pas chaque semaine les matchs de Bodø/Glimt. J'ai pas cette chance. Mais voilà, c'est sur papier de ce qu'on m'a expliqué, de ce que j'ai pu lire, et je crois qu'on a un peu, à mon avis, des sources un peu similaires, ça me plaît. Maintenant, je demande qu'à voir, et si je dois analyser sur le football belge aujourd'hui, ben, à Van Azegroup, j'irai surtout pas le chercher. Ah, pitié, non. Voilà, j'irai surtout pas le chercher.
Et sur pas des vieux lavés, j'irai pas chercher un Jacob, j'irai pas chercher un Vercotteren. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a besoin de nouveau, on veut un vrai départ, mais j'espère quelqu'un qu'on va pouvoir garder une fois 4-5 ans, même si c'est très très compliqué la pression Anderlecht, mais quelqu'un qui va vraiment construire quelque chose et quand il va partir, ça sera pour partir pour un plus grand club. Et ça fait combien d'années que c'est pas arrivé Anderlecht? Ne me dis pas Compagnie, il est parti à Burnley. Ouais, pour revenir quelque chose, je ne sais pas si Anderlecht doit vraiment tout le temps tirer son. En fait, j'ai l'impression que Anderlecht porte un poids du passé, un poids qu'il n'est plus capable de tenir en fait. Oui, Anderlecht a été dominant, oui, Anderlecht c'était le football champagne, oui, Anderlecht c'était le numéro 10 qui allait remporter le championnat, plus le soulier d'or quasi à lui tout seul. Je pense que le championnat belge, il a évolué. On n'est plus, on n'a plus, On n'a pas réussi à évoluer avec. on n'a pas réussi à évoluer avec en fait. Ce que Bruges est en train de faire, Bruges est en train de poser une aura de prédateur en fait chez tous les clubs qu'Anderlecht avait. Et eux, voilà, en fait, ils ont pris notre place. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Parce qu'ils ont ils ont à la tête un duo, enfin ils avaient à la tête, ils avaient Manhart et Ils connaissent le championnat. et le président, qui connaissent le football surtout. En plus que le championnat, connaît le championnat, à la fin, Cook qui connaît tous les présidents de club, hein, avant chaque match, il va manger avec eux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu connais le championnat. Mais c'est surtout connaître la connaissance du football, voir c'est quoi un bon joueur, c'est quoi un mauvais joueur, c'est quoi un joueur qui est bon mais qui n'est pas fait pour Anderlecht, et un joueur qui peut être bon, pas bon dans une équipe mais qui est fait pour Anderlecht. Donc, c'est un petit peu ça, et ça, il faut avoir un peu plus que c'est plus que la connaissance du palmarès, c'est vraiment vivre c'est quoi être Anderlechtois. Et je pense Mais que le justement, seul qui l'a encore, quand moi je l'entends parler, c'est Zetterberg. Quand lui parle d'Anderlecht, c'est tout ce qui est dans ma tête, tout ce que je n'arrive pas à évoquer avec les mots. Pourtant, le mec est suédois, il parle français, flamand, anglais, suédois. Il le dit avec des mots que je ne connais pas, et il le fait ça fabuleusement ouais, mais bien. justement, mais qu'est-ce qui a fait que Bruges a pu devenir le club de Bruges qu'on voit? Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu devenir ce prédateur? C'est que donc ceux qui étaient à sa tête, et notamment Vincent Manhart, il a eu la lucidité de se dire, ok, on doit avoir de la patience, on doit construire un projet, et ça a mis du temps. Bruges, ils n'ont pas pop en 2016 et ils ont tout raflé. Non, 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 Bruges, c'est 10 ans de construction en arrière. Ça débute avec Michel Prudhomme qui fait un travail fantastique en interne. Et le problème, c'est qu'actuellement, Anderlecht ne le fait pas. Pourquoi? Mais pourquoi Anderlecht ne le fait pas? Parce qu'il y a un surplus d'ego, en mon sens. D'ailleurs, quand on sort la nouvelle classe, notre nouvelle phrase, Noblesse oblige. noblesse oblige, tu dis ok, donc vraiment, on se C'est peut-être trimballe. c'est peut-être pas le bon moment en fait. Ah, Mais- le timing était C'est raté. pas le hein. bon moment et tu te trimbales un passé glorieux, un passé fantastique et voilà, que je portais évidemment dans mon cœur, mais en même temps, ça t'empêche de travailler dans la continuité. Tu dis, oui, il faut qu'on puisse avoir un coach qui sera là pour 3 ans, un coach qui sera là pour 5 ans, pourquoi pas dans 10 ans. Mais en fait, tu peux pas faire ça et en même temps exiger d'un coach qu'il arrive, qu'il ait directement des résultats, qu'il ait le beau jeu, qu'il fasse jouer les jeunes. Et le problème, c'est qu'à Anderlecht, on attend tout en même temps. Et dès que ça ne fonctionne pas au bout de 2 ans, tu fais tes balises, tu dégages. Compagnie, il a eu 3 ans. Et encore, il a eu 3 ans parce que c'est Vincent Compagnie. Et chaque été, la presse flamande, la presse francophone et même un petit peu la direction, tu sentais quand même que c'était un peu limite, qu'il n'était pas non plus, qu'il n'avait pas carte blanche. Et c'est ça ce qui me dérange en fait. Et c'est pour ça que je dis, moi, avant d'avoir le prochain, bon, du coup, j'irai à ton contresens, mais avant d'avoir le prochain Pep Guardiola dans ton club, mais avant, construire une équipe qui peut tenir 3, 4, 5 ans avec un 11 stable. Bruges, ils ont Mignolet, plus de 200 matchs au club, Mekele, Van Aken, des mecs qui restent, qui connaissent l'ADN du club et qui n'ont pas honte de rester en Belgique. Anderlecht ne fait plus ça. Depuis 2017, tu prends chaque 11 du club, chaque année, tu as facilement 60% du 11 qui change chaque Et année. il s'est passé quoi en 2017? L'arrivée d'un certain président. Voilà. Et donc, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment, pour moi, ce qui est en haut, c'est ce qui va représenter en bas. Le fait qu'il y ait de la stabilité sur le terrain, c'est parce que c'est stable en haut. Le fait d'avoir des Van Aken, des Vormer, parce que c'est Vormer, Bien sûr, vraiment. c'est tous ces gens ils ont eu à un moment donné une colonne vertébrale de 4-5 joueurs et qui étaient vraiment des joueurs. Un Rafaelov aussi qui tirait le club. Et le problème, c'est qu'ils veulent recréer une ossature avec des anciens de Bruges. Fritz, Rafaelov, c'est des joueurs qui sont passés par chez nous par la suite et finalement, mais qui n'ont, excuse-moi de le dire, ils sont un petit peu cramés quand ils arrivent chez nous. Hein. C'est plus les joueurs qui savent tirer. Donc, moi, j'attends d'avoir aussi notre Van Aken à nous, tu vois. Et je pense qu'un De Dunker, pendant 3-4 ans, pourrait être cette personne. Oui, mais je pense qu'on a Je eu crois qu'il va quelques joueurs. rester 3-4 ans. En tout cas, il y a une option d'achat qui est possible. Ouais, De mais comment elle est, je ne sais pas. j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui est là pour se relancer et puis repartir, quoi. Je pense que tout dépendra de son acclimatation au club et
je crois qu'il sait très bien que s'il se relance chez nous, ce ne sera pas pour retourner en Première Ligue. C'est pas un joueur bling-bling. Hein. Je pense pas. C'est quelqu'un qui est très terre-à-terre. Il vient d'une famille modeste. Je ne parle pas financièrement. Hein. Je parle de famille modeste dans le sens que c'est des familles de fermiers qui ont la tête sur leurs épaules, qui savent très bien, qui leur ont donné une bonne éducation, bien stable. Il le dit lui-même. Hein, il n'est pas boîte de nuit. Voilà, c'est quelqu'un. C'est pas son truc. Je pense que lui, ce qui l'intéresse, c'est. Je ne sais pas. Après, peut-être que je suis un peu trop philosophique, mais je pense que d'avoir le bonheur tous les jours, il a. Enfin, Et il vient d'être père de famille en plus, il me semble. voilà, Je crois qu'il cherche un peu de stabilité. Donc j'espère, mais de nouveau, ce n'est pas un leader technique. C'est un moteur physique, mais ce n'est pas un leader technique. Ce n'est pas De Dunker qui va t'emballer le match en faisant petit pont ou à une 2. Peut-être qu'il va faire une 2 et une frappe de 50 mètres, ça il peut te faire. Je veux dire. Mais tout comme McCullum n'est pas ce joueur-là, c'est juste que tu dois avoir différents profils à chaque ligne qui t'assurent une réelle continuité. Et qui sont propres à Bruges. Et qui sont propres à Bruges, Et nous, qui ont une haleine. Et nous, Anderlecht, je veux dire, pour qu'Anderlecht, tu vois, tu parlais disant que noblesse oblige, on va revenir là-dessus, noblesse oblige. Noblesse oblige, c'est vraiment le moment où, au moins tu as de lumière, au plus tu veux faire semblant que tu en as. C'est ce qu'Anderlecht fait aujourd'hui. Ils n'ont pas de lumière, ils ont toute petite flamme, donc on va dire noblesse oblige, qui est beaucoup trop Dickeneck à mes yeux. J'aime bien le côté Dickeneck, j'aime bien, c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien dire qu'on est les numéro 1. Moi je le dis. Hein. Mais c'est trop, c'était trop. Noblesse oblige, ça veut dire quoi déjà ? En soi, ça veut dire quoi? Noblesse oblige, c'est dire que voilà. Enfin, tu vois, c'est dire. Noblesse oblige à faire 3e et virer ton coach en septembre. Anderlecht, c'est pas la noblesse. C'est pas ça. C'est pas la noblesse. Hein. On reste un club populaire hein, de base. Je veux dire, c'est ça qu'on est. Donc, le côté noblesse, moi, c'est pas le mot que j'aurais choisi personnellement. Mais bon, ça, je vais pas refaire. On va pas travailler au marketing. C'est des cours de marketing. Voilà, on va travailler au marketing. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'ici, pour moi, à Anderlecht, ce qui manque aujourd'hui, c'est ce leader qui va redonner aux gens, dire tu vas aller te promener au stade et tu vas voir tout le monde avec le même nom dans le dos. En disant, ah voilà, ça c'est le leader technique. C'est celui-là que tu vas aller voir Anderlecht. Ben, comme je disais à l'époque, c'était Boussoufa, c'était Zetterberg, tu allais au fan shop. C'était à la presse, à mon avis, il n'y avait plus les lettres nécessaires pour encore mettre son nom. Tu vois. Et c'est ça qui manque, c'est qu'on n'a plus ce genre de référence depuis 2017 qui nous dit, oh, ah, Mathias Suarez, pour parler une fois, c'est notre nom, tu vois, des joueurs vraiment. Maintenant, je vais te couper, mais je pense que c'était une belle conclusion parce qu'on arrive déjà on est en train de dépasser les timings là. Donc on va conclure hein, tout simplement. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir, très chouette. Bah oui, quand vous parlez d'Anderlecht, on sent que vous êtes lancés là. Ça pouvait partir sur 3 heures d'émission, je pense que c'était inarrêtable. Ce qui est, c'est qu'il y a quand même, bon, on n'est pas très âgés, enfin une différence d'âge quand même. Et qu'il y a. Mais il y a des générations différentes en fait. Et je pense que la génération au-dessus de toi a connu un Sporting plus semblable à ce que mon Sporting. Enfin, il y a une sorte de. Quand moi j'allais. Quand on parle de Reisenbrink, pour moi ça ne me parle pas de base. Quoi. Mais quand je vois les histoires qu'ils ont dans les yeux, je présume que c'est les mêmes que j'ai quand je parle de Zetterberg. Moi j'ai Raman. Bah oui, chacun sa génération. Mais je voulais dire, pour conclure, c'est qu'on a le même amour pour le club et ça c'est chouette. Et ça c'est très très beau. Enfin, un tout grand merci les gars. On retrouvera tous vos réseaux dans la description. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous dire quel profil vous attendez. Si vous êtes d'accord avec les propos de Raphaël, avec les propos de Basile. Et puis à vous abonner, à liker la vidéo. Bref, je pense que vous commencez à connaître. Merci tout le monde, au revoir. Ciao.